Bonjour, vous m'entendez? Ouais. Parfait. Bon, on a initié ce débat à Cuba parce qu'au mois de mai, on avait un groupe de Lima qui ne comprenait pas comment il était possible que les États-Unis puissent mettre Cuba dans la liste des pays terroristes. Victor Fernandez, s'il te plaît. Bon, alors, le problème, la problématique est de dire comment on peut faire pour mettre les États-Unis dans la liste des pays terroristes. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que cette fameuse liste, c'est eux qui l'établissent. C'est eux qui sont les décisionnaires de ce truc-là. Et ça n'existe pas. Aucun autre pays, comme la France, etc. C'est pour ça qu'on parle d'extraterritorialité, mais bon, nos débatteurs vont en parler tout à l'heure. Donc, alors, Cuba, sponsor du terrorisme ou victime du terrorisme? C'est ça le débat. Je voudrais juste avoir une pensée, maintenant, pour notre camarade Amar. Vous ne le connaissez pas, mais vous le connaissez, c'est un très grand défenseur cubain qui est décédé dans la nuit. Voilà. Merci à vous, je donne la parole à Maïté Pinero qui va présenter nos invités. Bonjour tout le monde et merci d'être venu encore une fois. La gauche. Bonjour tout le monde et merci d'être encore venu une fois de plus si nombreux à ce débat sur Cuba au stand de Cuba Linda. Alors, c'est un débat parmi les débats, c'est-à-dire que la plupart de nos intervenants vont participer tout au long de la journée à d'autres débats qui vont se tenir dans les stands du Parti communiste, au stand de France-Cuba, au stand évidemment de Cuba Coopération et de Cubaci. Alors, comme vous le savez, vous ne le savez pas, hier soir au stand du Comité national, le Parti communiste a lancé officiellement une campagne contre le blocus de Cuba. On la prépare depuis plusieurs mois et c'est une campagne... C'est une campagne de longue haleine et qui va se décliner sur plusieurs volets. Une campagne de solidarité naturellement. On va donc s'adresser au grand public et collecter des produits dont les Cubains nous ont fourni la liste que l'on verra par conteneur. Une campagne naturellement qui va être aussi un acte d'accusation de la politique terroriste des États-Unis contre la révolution depuis 60 ans. Il y a fort à faire là-dessus, puisque les campagnes contre Cuba sont récurrentes elles aussi. Une campagne qui va également s'adresser aux élus et aux collectivités locales et territoriales pour essayer de favoriser et de nouer des échanges et des jumelages aussi entre villes. Et enfin, une campagne auprès des entreprises pour leur présenter les opportunités qu'offre Cuba. Une campagne aussi où on va essayer de cibler les banques qui, on le sait maintenant, on aura dans le débat, nous avons des témoignages, sont en train aussi non seulement de permettre la traque financière de Cuba, mais sont en train aussi de s'attaquer à leurs clients qui ont le malheur de voyager à Cuba, de faire des factures à Cuba, etc. Alors, le sujet de notre débat, c'est donc Cuba, sponsor victime du terrorisme. Alors, parmi nos invités, nous avons donc la délégation cubaine. Donc, je vois les camarades Raoul Formes, Valenciano, qui est donc vice-ministre des Sports. Et puis, Roland Pérez Rodriguez, qui est directeur de sciences et d'innovation du groupe Bio-Cuba Pharma. Vous en avez sûrement aussi parlé. C'est une entreprise qui a des relations avec la France et qui est donc directement liée à tous les progrès de la biotechnologie cubaine. Et un des concepteurs d'un des vaccins cubains contre le Covid. Bravo de la prouesse. Oui, j'essaie de bien parler dans le micro, mais je n'ai pas beaucoup de voix.
Alors, ce débat a lieu, vous savez qu'il y a donc quelques jours, a eu lieu le 25e anniversaire de l'arrestation des 5 de Miami. Ils étaient donc chargés, le réseau AVISP a été donc chargé d'infiltrer, de surveiller les réseaux de la contre-révolution cubaine pour prévenir des attentats. Ils en ont déjoué plusieurs centaines. Les États-Unis, la presse états-unienne, dans un premier temps, a essayé de présenter cette affaire comme une banale, vulgaire et naturellement donc discrète affaire d'espionnage. Et au terme d'une énorme campagne, Cuba a réussi à transformer leur cause en cause mondiale, acte d'accusation contre le terrorisme des États-Unis. Donc je voudrais que, pour commencer, un de nos camarades cubains revienne peut-être un peu sur cette histoire et nous dise à l'heure actuelle comment eux, Cubains, dénoncent et voient et vivent surtout comme le terrorisme de l'administration Biden, mais qui est donc une des administrations de plus qui poursuit la même politique, qui était résumée finalement dans les années 60 au premier du blocus par un sous-secrétaire d'État ou fonctionnaire de l'administration disant à Cuba, il n'y a pas d'opposition à Fidel Castro, il n'y a pas d'opposition à la révolution, il faut donc les mettre à genoux, il faut les affamer. C'est la seule manière de les vaincre. Ça fait 60 ans, ça fait 60 ans qu'ils se le disent, se le répètent, ça fait 60 ans qu'ils essayent, et ça fait 60 ans que Cuba résiste. Buenos días y muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de intercambiar sobre cómo Estados Unidos genera terrorismo en contra de la revolución cubana. Bonjour à tous et merci d'être ici et donner l'occasion de leur donner la parole pour expliquer comment les États-Unis, l'agression terroriste des États-Unis contre Cuba. Ellos nos han puesto en la lista impuria de países que pues generan terrorismo como si Cuba fuese terrorista. Ils ont mis, les États-Unis ont mis Cuba sur la liste des pays terroristes comme si c'était Cuba qui sponsorisait le terrorisme. Sin embargo, Cuba, desde que triunfó su revolución en 1959, todo lo que ha hecho es generar bienestar para su pueblo y para otros pueblos del mundo. Alors que Cuba, dès le triomphe de la révolution en 1959, a tout fait pour créer le bien-être de sa population et le bien-être des autres peuples. Solo recordar que cuando triunfó la revolución, más del 60% de los cubanos no tenía acceso a la educación, no tenía acceso a la salud. Quand la révolution a triomphé, 90% des Cubains n'avaient droit absolument pas à la santé ni à l'éducation. Y sin embargo, 2 años después fue el primer país que es libre de analfabetismo en toda Latinoamérica. Et par contre, donc, 2 ans après la victoire de la Révolution, Cuba a été déclaré libre d'analphabétisme parmi tous les pays d'Amérique du Sud. Y hoy goza todo nuestro pueblo y todos nuestros niños de salud y de educación gratuita para todos. Donc aujourd'hui, tous les enfants jouissent de la santé et de l'éducation gratuitement. Cuba no es un país rico, todos lo sabemos. Cuba n'est pas un pays riche. No es un país que da lo que le sobra. C'est un pays qui ne donne pas ce qu'il a de trop. Es un país que a pesar de todo el bloqueo y todas las necesidades que tenemos, desde el principio de la revolución hemos compartido lo que tenemos. C'est un pays qui, depuis le début de la révolution, même s'il n'a pas grand-chose, a partagé tout ce qu'il avait. Es por eso que hemos sido capaces de poner miles de médicos en más de 126 países en el mundo, en los lugares donde ningún médico de otro país llega. Il a été capable d'apporter des milliers et des milliers de médecins dans des pays qui n'avaient pas accès à la santé, qui n'ont toujours pas accès à la santé. Incluyendo países desarrollados del mundo. Y compris les pays développés, je me rappelle l'Italie. Nunca hemos llevado a nadie a poner una bomba, a asesinar niños, a asesinar personas en ningún país del mundo, a hacer guerra en ningún país del mundo. Nous n'avons jamais envoyé quelqu'un poser des bombes dans les autres pays du monde, dans aucun pays du monde.
Nous n'avons jamais attaqué aucun autre pays et envoyé des bombes sur aucun pays du monde. Hemos ido a llevar salud, hemos ido a llevar educación, hemos ido a llevar deporte, hemos ido a llevar paz a esos países del mundo. Nous leur avons apporté toujours de l'éducation, nous leur avons apporté la paix, nous avons apporté la santé, nous avons apporté le sport dans tous les autres pays du monde. Y sin embargo, ¿cómo Estados Unidos nos paga eso? Et comment les États-Unis nous paient cela? Pues bloqueando, En nous bloquant, pues evitando que nuestros niños puedan acceder a medicamentos necesarios para poder curar enfermedades peligrosas que le generan muerte incluso. en nous empêchant de nous procurer les médicaments qui vont pouvoir sauver nos enfants de maladies graves, extrêmement graves. Aplicando leyes extraterritoriales que no permiten que otros países puedan comerciar con Cuba y generar bienes para el pueblo cubano. En empêchant, en produisant des lois extraterritoriales qui empêchent tous les autres pays, tout autre pays de venir investir et faire du commerce avec Cuba. Por poner un ejemplo reciente, cuando la pandemia que todo el mundo sufrió de la COVID-19, Un exemple récent, pendant la pandémie de la Covid-19, cuando se necesitaba en el país oxígeno alors qu'on avait besoin d'oxygène à Cuba, para nuestros niños, para nuestra población que sufría también pour nos de este enfants, mal, pour notre population, pues Estados Unidos no nos permitió adquirir ningún ventilador pulmonar, por ejemplo, para poder salvar las vidas de los cubanos. Les États-Unis nous ont empêchés de nous procurer les respirateurs dont nous avions besoin pour sauver nos malades. Cuando fuimos capaces de diseñar, y el científico puede hablar de ese tema, 5 vacunas para salvar a nuestro pueblo contra la COVID. Quand nous avons été capables, quand nos scientifiques ont été capables de créer 5 vaccins pour sauver notre peuple de cette maladie, de ce fléau, no nos permitió comprar las jeringuillas para poder inyectar a nuestro pueblo y salvarlo con la vacuna que Cuba fue capaz de sacar. ils nous ont empêchés de nous procurer les seringues qui allaient pouvoir nous permettre de vacciner la population. Eso sí es terrorismo. Ça, c'est du terrorisme. Lo que hace Estados Unidos contra Cuba sí es terrorismo. Ce que les États-Unis font contre Cuba, oui, c'est du terrorisme. Nuestros propios atletas, para hablar de lo que dirijo personalmente, Nos propres athlètes no pueden adquirir la tecnología de avanzada, los medios, implementos deportivos, ne peuvent pas se procurer les technologies avancées, les moyens, les accessoires, tout le matériel nécessaire pour avancer. porque los Estados Unidos no nos permiten adquirirlo. Parce que les États-Unis nous empêchent de nous les procurer. Pero sin embargo tenemos que resaltar que siempre contamos con amigos como ustedes, Mais il faut dire qu'on compte toujours avec des amis comme vous, que enfrentando ese bloqueo son capaces también de arriesgarse y ayudarnos a adquirir los recursos que necesitamos para poder seguir subsistiendo. qui sont capables de prendre des risques pour nous aider et pour nous aider à nous procurer tout ce que les États-Unis nous empêchent de nous procurer. Por eso les agradecemos también todo lo que hacen por la Revolución Cubana. Donc merci pour tout ce que vous faites pour la révolution cubaine. Bonjour. Yo me siento honrado de estar acá Je suis très honorée d'être ici. y sobre todo veo de caras jóvenes, muchos jóvenes, Et je vois beaucoup de visages jeunes. y eso es bueno, porque la solidaridad con Cuba nunca terminará. Et ça c'est très bon parce que ça veut dire que la solidarité à Cuba n'est pas prête de se terminer. Yo debo decir también que el que estudié en Francia, Il a fait ses études en France, pero fue hace 40 años. mais il y a 40 ans. Y puedo entender, pero ahora no puedo hablar. Que le pido excusas porque no puedo hablar fluidamente en francés. Donc il comprend ce que vous dites, mais il ne se sent pas capable de vous parler en français. Bueno, se ha hablado del terrorismo, muchos de ustedes conocen
que el terrorismo contra Cuba fue desde el mismo inicio de la revolución. On parle du terrorisme. Le terrorisme contre Cuba a commencé dès le début de la révolution. Y ha tenido diferentes manifestaciones. Et c'est sous diverses formes, sous diverses manifestations. Puede haber sido bombas en los hoteles para afectar el turismo, Ça a été des bombes dans les hôtels pour affecter le tourisme, guerra biológica. de la guerre biologique. La CIA introdujo enfermedades en Cuba La CIA a introduit des maladies dans Cuba. y diferentes manifestaciones. Y otras manifestaciones. Los cubanos sufrieron atentados en el exterior. Des diplomates cubains sont morts ou ont été blessés par des attentats à l'extérieur du pays. Pero durante la administración de Obama, Mais pendant l'administration d'Obama, Cuba fue, sacada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cuba avait été sorti de la liste des pays qui sponsorisent le terrorisme. Sin embargo, Mais al final ya de la administración Trump, dès la fin de l'administration Trump, prácticamente ya acabando su à la fin de son mandat, exacto, incluye a Cuba de nuevo. il a à nouveau inclus Cuba dans la liste qui sponsorise le terrorisme. Pero ¿por qué? Pourquoi? Cuba es uno de los garantes de la mesa de negociaciones para lograr la paz en Colombia. Parce que Cuba était le pays garant des négociations pour obtenir la paix en Colombie entre le gouvernement colombien et l'ELN. Y esa labor fue incluso reconocida por el Papa. C'est un travail qui a été reconnu par le pape, y compris par le pape. Y sin embargo, Et néanmoins, con el cambio de gobierno que ocurre en Colombia, quand il y a eu un changement de gouvernement en Colombie, el nuevo presidente, que es fascista, le nouveau président, qui était un fasciste, pidió que Cuba a demandé que Cuba tenía que entregar a los guerrilleros que estaban en las negociaciones en Cuba. devait livrer les guerriers goraux qui étaient en pleine négociation à Cuba, il devait les livrer à la police colombienne. Pero los documentos que constan, existen los documentos, que Cuba tenía la obligación de respetar la seguridad de ambas delegaciones. Mais dans les conditions de négociation, bien entendu, Cuba s'engageait à protéger les délégations qui étaient en négociation. Y no quisieron sobornar. Et on leur a demandé de trahir ces engagements, ce qu'ils ont refusé. Y ustedes comprenderán que Cuba no aceptó. Et donc Cuba n'a absolument pas accepté. Y nos volvieron a incluir en la lista de Et patrocinadores c'est del terrorismo. l'unique raison qui fait que Cuba a été réintroduite dans la liste des pays qui sponsorisent le El terrorisme. nuevo presidente de Colombia Le nouveau président colombien, celui qui ha est reconocido actuellement, que Cuba tuvo un gesto solidario, correcto, que había cumplido con su compromiso. que Cuba a reconnu, le nouveau président a reconnu que Cuba n'a fait qu'accomplir son devoir. Ahora fíjense, el problema no solo estar en esa lista, es el impacto que eso tiene. Le problème, c'est pas d'être sur cette liste, c'est les conséquences d'être sur cette liste. Hay un enorme, ya el embargo, ya no es solo comercial, económico, es también financiero. Le blocus n'est pas seulement économique, il est financier. Muchos bancos en el mundo, los grandes bancos en el mundo no quieren hacer operaciones para Cuba porque somos un país promotor de terrorismo. Toutes les grandes banques dans le monde ne peuvent pas travailler avec Cuba parce que Cuba est sur la liste des pays qui sponsorisent le terrorisme. Mire, cuando la COVID, ya para ir dando un ejemplo, para ir cerrando, cuando la COVID-19, Quand il y a eu la Covid-19, yo siempre digo que cuando hay una emergencia sanitaria o una emergencia de cualquier tipo, quand il y a une urgence sanitaire, los países, les pays, aunque estén en guerra, pues hacen una tregua para resolver el problema. mais normalement les pays, quand il y a une urgence sanitaire ou d'une autre type, font une trêve pendant cette urgence.
Y con Estados Unidos fue lo contrario. Et les États-Unis ont fait exactement le contraire. Tomaron más medidas y reforzaron el bloqueo. Ils ont renforcé le blocus et ils ont pris de nouvelles mesures. Bueno, es algo inconcebible. Es yo diría, un atentado enorme contra los derechos humanos de nuestro país. Es un genocidio. C'est quelque chose d'inconcevable. C'est un attentat contre l'humanité. On peut vraiment appeler ça un génocide. Bueno, yo les podría hacer anécdota de lo que sufrimos para poder enfrentar la pandemia. On peut parler très très longtemps de tout ce qui est fait pour affronter la pandémie. Pero finalmente la voluntad de nuestro pueblo, su capacidad de resistencia y la solidaridad internacional nos permitió vencer. Mais la volonté et la résilience de notre peuple, notre volonté d'aller à devant et la solidarité internationale nous ont permis d'aller de l'avant. Yo por último quería adicionar que cuando se habla de terrorismo, quand on parle de terrorisme, je veux ajouter, ahora hay yo diría un terrorismo mediático contra Cuba, una guerra mediática. Au jour d'aujourd'hui, c'est surtout une guerre médiatique, un terrorisme médiatique contre Cuba. Que pretende precisamente dañar lograr una subversión ideológica en nuestro país. Qui veut obtenir une subversion idéologique dans le pays. Y en esa guerra también necesitamos de la solidaridad internacional. Et pour cette guerre, nous avons aussi besoin de la solidarité internationale. Necesitamos más contenido revolucionario en las redes sociales de nuestros amigos, de los que luchan junto a nosotros. Il faut beaucoup plus de contenu révolutionnaire dans les réseaux sociaux et dans toute l'information que font circuler la solidarité internationale avec Cuba. Entonces, bueno, y muchas gracias por su apoyo. Merci pour votre soutien, merci pour tout. J'ai écouté ma présentation, je la complète. Donc, parmi nos intervenants, nous avons aussi Fabrice Leclerc, qui est le président de France-Cuba, une vieille association de solidarité. Victor Fernandez, qui est donc le président de l'association Cuba Coopération, qui mène des partenariats importants et qui a déjà un certain nombre de réalisations dans l'île. Et je donne maintenant la parole à Victor Desgaz. Alors Victor, ce n'est pas la première fois qu'il participe à un débat sur ce stand. Il a une longue tradition de solidarité avec Cuba. Il est notamment animateur, modérateur du Grand Soir. Alors il a fallu nous supplier un petit peu pour venir aujourd'hui, puisque c'est un des piliers de la campagne pour la libération de Julian Assange. Je voudrais que Cuba mette surtout l'accent sur ces lois états-uniennes. Vous savez que le blocus donc, est une sorte d'empilage de lois qui est devenu un ensemble absolument inextricable. On sait que le président n'a pas le pouvoir de le supprimer. Il faut que ça soit un vote du Parlement états-unien. Bien. Et donc, à l'heure actuelle, on se retrouve face à une espèce de monstre, une hydre de Lerne, mais il y a quand même deux faits majeurs. C'est ces lois qui sont devenues rétroactives et qui sont donc applicables au monde entier. Elles sont extraterritoriales. Je voudrais que Victor revienne là-dessus, nous explique un peu comment fonctionne cette espèce de monstruosité. En fait, une des particularités avec le temps que l'on constate lorsqu'on parle de Cuba, c'est cet effet médiatique de décontextualisation. L'idée est de sortir Cuba de la réalité puis de porter un regard sans vous expliquer de quoi il s'agit. Par exemple, en passant, le fait d'inscrire Cuba sur la liste des pays qui sponsorent le terrorisme, lorsqu'on interroge les journalistes, lorsqu'on a la chance ou la malchance de les croiser,
Pour eux, c'est presque l'équivalent d'inscrire quelqu'un sur la liste des enfants méchants qui recevront pas un cadeau à la fin de l'année du Père Noël. L'inscription sur la liste des pays qui sponsorent le terrorisme, comme l'a expliqué le camarade, introduit et provoque et instaure des contraintes et des interdictions très graves et très handicapantes pour l'économie cubaine. Comme ça, en passant, mais dans la discrétion d'une inscription dans une sorte de liste. Et si on remontait en arrière sur les questions de terrorisme, on est typiquement dans le cas de qui accuse et qui accuse qui dans cette affaire. On pourrait remonter sur l'histoire des États-Unis, moi pour ma part j'hésite pas, parlant du terrorisme, de citer les noms de Nagasaki ou Hiroshima pour commencer, deux actes de terrorisme probablement les plus grands de l'histoire. On pourrait rentrer dans les détails, qui sont révélatrices, comme par exemple le discours d'inauguration de George Bush Jr. dans le Rose Garden de la Maison Blanche, dans le haut lieu de la présidence des États-Unis, lors de son discours d'inauguration, et dans le public, un public ultra filtré, se trouvait quelqu'un, non pas dans le public qui est déjà filtré, mais sur l'estrade qui était derrière lui, donc ultra filtré, non pas n'importe où dans l'estrade, mais légèrement à sa droite, c'est-à-dire dans un poste d'observation juste derrière l'image du président, donc ultra filtré, se trouvait un certain Cubain qui s'appelle toujours Aquino. Aquino avait été condamné par la justice américaine pour acte terroriste. Ce ne sont pas les Cubains qui accusent, c'est la justice américaine qui l'a condamné pour avoir tiré à coups de bazooka sur un cargo polonais en destination de Cuba, si je me souviens bien. On voit ici donc la connivence très étroite entre le pouvoir actuel américain et le terrorisme concret, le vrai, celui qui tire des bazookas, celui qui bombarde les innocents. On pourrait parler aussi de Posada Cariles et Orlando Bosch, deux grands connaisseurs des actes terroristes, puisqu'ils sont les auteurs intellectuels, sinon physiques, du premier attentat contre un avion civil cubain, et qui ont été longtemps protégés par la famille Bush et qui ont mené une vie paisible en Floride. On pourrait étendre évidemment l'analyse au-delà et parler d'autres organisations dans d'autres pays réputés terroristes et dont les financements proviennent généralement de la caisse de la Maison Blanche ou pas loin d'eux. Dans le cadre de la décontextualisation, de quoi on parle? J'aime dire et rappeler que dans les violences exercées contre un pays, il n'y a pas que les violences physiques. Il y a les violences économiques et les violences économiques tuent. Rappelez-vous la déclaration de l'ex-ministre des Affaires étrangères américaine lorsqu'on lui a demandé la question de la mort de 500 000 enfants irakiens provoqués par les sanctions économiques. Elle a répondu « ça en valait la peine ». 500 000 enfants qui meurent d'un blocus économique, excusez-moi du peu, mais ça c'est du terrorisme et ça c'est de la violence. L'embargo américain et le blocus américain sont par définition une punition collective, ce qui est interdit par le droit international, et une punition contre une population, ce qui en soi constitue une tentative ou un crime contre l'humanité. Nous sommes ici en train de parler de choses graves, d'actes criminels, derrière un vocabulaire, une terminologie un peu aseptisée, un peu comme si on était en train de parler des variations du CAC 40, pas du tout. Nous sommes ici en train de parler d'une stratégie, d'une guerre de basse intensité, un peu comme la torture psychologique qui est de la vraie torture mais qui ne se voit pas. Les embargos économiques sont une véritable violence qui ne se voit pas. C'est l'outil de psychopathes, c'est l'outil de criminels, et c'est un outil qui permet aux journalistes de parler d'autre chose parce que c'est très compliqué à mettre sous le nez les impacts du blocus sans avoir des images spectaculaires ou sensationnelles. Merci, j'ai entendu la phrase Sergio Dieu. C'est ça que j'ai cherché. Et donc, dans la législation américaine, il est dit, alors c'est pas moi le spécialiste de la question, il est dit que si un jour on devait lever l'embargo, si un jour on devait détricoter l'ensemble des lois, il faudrait une armée d'avocats pendant des années pour détricoter toute cette pagaille, tout cet ensemble de lois qui ont été parsemées par-ci, par-là, toujours dans la volonté d'assassiner l'économie cubaine. Mais on pourrait passer en revue les grands points.
Le premier embargo américain a commencé le lendemain de la Révolution, si je puis dire, lorsqu'il y a eu interruption du flux des échanges avec Miami. Avant même d'ailleurs qu'elle soit légale. Juste le jour où on a décidé que les bateaux ne transporteraient plus de marchandises entre Miami et La Havane, par exemple. Le vrai embargo économique, le terme public embargo pensait toujours crime humanitaire, a commencé en 62. Mais on va tout de suite faire un fast-forward, comme on dit, un avance rapide en 2002, lorsque la loi Torricelli sera instaurée, après la chute de l'Union soviétique, avec l'entrée de Cuba dans une crise économique. Il y aura déjà une tentative de porter un coup décisif contre l'économie cubaine, en s'en prenant aux transporteurs et en essayant de faire en sorte qu'aucune compagnie n'ose transporter ne serait-ce que des marchandises vers Cuba sans subir des représailles de la part des États-Unis. Ça n'a pas marché. Et là, les États-Unis ont sorti en 98 ou 16, je confonds chaque fois, la loi Helms-Burton, qui va être une inauguration, une sorte de nouveauté en termes de mesures prises, mais surtout dans leur expression. C'est-à-dire, des choses qu'on faisait avant cachées, maintenant on va les mettre noir sur blanc. La première chose qu'on va mettre noir sur blanc, c'est déclarer l'aspect extraterritorial de l'embargo américain. Cette extraterritorialité, je me souviens que Cuba à l'époque avait mis en garde la communauté internationale en disant que c'est un pli qui va être pris, et si ce pli est pris, beaucoup de gens vont subir les conséquences. Personne ne les a écoutés, mais la vérité est qu'ils ont eu raison comme d'habitude. Les États-Unis ont commencé par tout doucement, et en utilisant Cuba, par appliquer ce qu'ils appellent l'extraterritorialité. Ok. La confusion est souvent commise entre extraterritorialité et juridiction universelle. Extraterritorialité, le terme, qui n'a pas de valeur juridique en fait, c'est juste un aspect politique, consiste à dire la chose suivante: tiens, j'ai une loi chez moi, je décide que cette loi s'applique à tout le monde. Et je impose des mesures qui font que les gens vont respecter cette décision que j'ai prise. Il y a donc une projection d'une mesure interne vers l'extérieur pour imposer le respect de ma loi à tout le monde. Cette extraterritorialité s'est étendue à plein de choses en fait. Maintenant avec l'actualité, je ne sais pas si vous avez entendu, la Banque Société Générale, BNP, plusieurs banques françaises ont reçu des milliards de dollars d'amende pour avoir enfreint les règles de l'extraterritorial, de l'embargo américain contre un pays. En l'occurrence, il s'agissait de l'Iran et de Cuba. Regardez les éléments de langage. Une amende. C'est magnifique de dire une amende. Une amende, c'est un peu comme être sur la liste des méchants du Père Noël. Une amende, c'est on vous tire l'oreille parce que vous avez fait quelque chose de pas bien. Vous avez une amende. Mais en réalité, une amende, c'est vous payez quelque chose lorsque vous êtes sous la juridiction. Lorsque vous garez mal votre voiture à Paris, vous êtes sous la juridiction de la mairie de Paris et vous payez une amende. Ici, ce n'est pas une amende. Comment ça fonctionne? Comment on fait pour imposer les mesures? Les États-Unis se prévoient, se donnent, s'arrogent le droit de faire payer localement, par les filiales, les amendes qu'ils imposent aux maisons mères qui ne peuvent pas y échapper. En gros, on dit à la banque Société Générale par exemple, donc les clients ici, et vous finissez par payer vous-même dans vos frais, on leur dit, si vous ne payez pas, admettons, 10 milliards d'amendes, on fera payer 50 milliards à vos filiales aux États-Unis. En réalité, il ne s'agit pas d'une amende, il s'agit de l'équivalent de quelqu'un qui vient vous murmurer à l'oreille, je sais où tes enfants vont à l'école, je sais où ta famille habite, où tu raques, où ça va barder. C'est de l'extorsion de fonds que l'on appelle publiquement une amende. Encore une fois, le camouflage. Je peux vous dire que j'ai eu le témoignage d'une DRH d'une grande banque française qui m'a dit, lors d'un dîner bien arrosé, que la banque employait 1000 personnes, rien que pour essayer d'éviter de violer les embargos américains, pour éviter de payer de telles amendes. Et je suppose que toutes les banques françaises sont soumises ou suivent à peu près les mêmes. L'extraterritorialité donc s'étend et devient une habitude. En fait, c'est le tissu même du droit international qui est en train de s'effriter. Je porte ici le t-shirt d'une personne que j'espère vous connaissez tous. Ceci est l'aboutissement de l'extraterritorialité. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse.
Le rapport entre l'affaire qu'ici et l'affaire qui nous fait est exactement le même. Les États-Unis prétendent aller chercher un Australien qui vivait en France à l'époque, dont une entreprise est située en Islande, pour avoir fait son travail de journaliste, prétendent l'enlever, le kidnapper, sous vernis d'une terminologie juridico-machin, on appelle ça une extradition, il s'agit d'une tentative d'enlèvement. C'est l'aboutissement logique de l'extraterritorialité. Voilà ce que je voulais dire. N'oubliez jamais qu'une blocus et un embargo sont des crimes contre l'humanité, ce ne sont pas des mesures économiques. Voilà, merci.